Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous amorçons un cycle de 2 conférences qui nous montrent à quel point notre département est riche en sites naturels protégés. Nous sommes le plus riche d'ailleurs de la nouvelle région Occitanie. Nous possédons 9 réserves naturelles qui font partie de la Fédération des réserves naturelles catalanes. Et au total, 11 réserves sur le département. Donc 2 réserves qui nous tiennent particulièrement à cœur ici au laboratoire, qui sont la réserve naturelle de la forêt d'Amassane, dont vous aurez un aperçu très complet ce soir, et la réserve marine de Bagnoul-Cerbère. Alors pourquoi cet attachement particulier? Parce que ce sont en fait des scientifiques du laboratoire qui sont à l'origine de la création de ces 2 réserves naturelles nationales. Alors je ne vais pas me limiter à vous présenter brièvement, comme je viens de le faire, les réserves. Je vais quand même aussi présenter Joseph Garrigue, qui pourtant est très discret et qui fait systématiquement passer au premier plan sa passion pour la nature et son engagement. Mais je souhaiterais quand même le féliciter pour le long et loyaux service qu'il a rendu à cette réserve depuis maintenant plus de 25 ans. Et donc Joseph est un naturaliste comme on n'en fait plus, qui peut vous faire vibrer de chaque insecte, chaque champignon, chaque fleur que vous croiserez lors d'une visite à la Massane. Et je pense que c'est ce qu'il vous transmettra aussi ce soir. Voilà. Merci Elodie, merci Anne-Marie de m'avoir invité à présenter et à parler de la forêt de la Massane. Merci d'être venus si nombreux dans ces temps de Coupe du Monde. Alors, je dis merci de nous avoir invités parce qu'en fait, j'associe à cette présentation mes 2 collègues, si ça veut bien marcher. Donc, Jean-André Magdalou et Diane Sorel, qui sont là dans la salle et qui partagent au quotidien avec moi toutes les aventures à la Massane, dans des conditions parfois difficiles et toujours dans un esprit de bonne humeur. Et ça, professionnellement, c'est très agréable de travailler avec eux. Alors, ici, à Bagnoul-sur-Mer, on regarde beaucoup la mer, on scrute la mer. Et nous, à la Massane aussi, on a une très belle vue sur la mer. Et la mer a un lien très très fort qui joue beaucoup sur la présence et le maintien de cette forêt de la Massane sur les premiers contreforts des Pyrénées. On a toujours scruté la mer au début parce qu'on en avait un petit peu peur de ce qui venait de la mer. Alors on a construit des tours à signaux au XIIIe siècle. On regardait la mer et on regardait les envahisseurs savoir s'ils allaient arriver jusqu'à chez nous. On a la chance à la Massane d'être sur le dernier contrefort des Pyrénées et d'avoir cette vue magnifique sur le Canigou. Alors, il y a un petit artefact là, c'est qu'on utilise un petit zoom pour approcher un petit peu le Canigou de la tour de la Massane. Mais enfin, c'est la vue qu'on a de là-haut. Alors, vous le savez, Elodie l'a rappelé tout à l'heure, l'histoire de la forêt de la Massane est intimement liée au laboratoire Arago, avec sa création en 1882. Les entomologistes et les naturalistes à l'époque étaient invités systématiquement à monter là-haut et à faire des travaux. Et dans les années 50, déjà sous la direction de Georges Petit, ils déclaraient, ils avaient remarqué que cette forêt semblait déjà très menacée, qu'elle était petite, effectivement, c'est seulement 336 hectares. Alors avec la construction du refuge du laboratoire en Arago en 1956, les travaux vont s'intensifier et il va y avoir beaucoup de travaux d'inventaire et d'écologie qui vont être menés sur ce site. Alors à la Massane, on a la chance d'avoir des très vieux arbres qui sont un petit peu des mémoires vivantes du lieu. Et on a la chance aussi, à la Massane, d'avoir des personnes ici dans la salle qui sont la mémoire de l'histoire du laboratoire Arago et de cette forêt. Alors je vais faire un petit focus sur une des personnes qui me tient vraiment à cœur. Quelqu'un qui est monté, je crois, en mai 1954 pour la première fois, qui a fait sa thèse à la Massane et qui a tenu les rênes de la Massane pendant plusieurs dizaines d'années et qui est encore à nos côtés là et qui nous soutient sur l'équipe de la Massane. Il a gardé à 88 ans toute sa fougue, sa jeunesse et ses capacités à s'indigner quand on porte tort à la protection de la nature et à la nature en général. Alors évidemment, j'ai nommé Joseph Travé qui a donné le sens en fait à
à ce qu'on fait actuellement à la Massane, c'est-à-dire qu'on en a fait un laboratoire à ciel ouvert. Et vous voyez qu'à la création de la réserve naturelle, donc ça a été un gros combat dont il a été le principal artisan, à la création de la réserve en 1973, ici, on avait déjà 3000 espèces répertoriées sur le site. Aucune réserve en France n'a d'équivalent, et il n'y a aucune réserve qui n'atteindront jamais cet effort de connaissance qui a été mené. Actuellement, on est à, vous le voyez, à plus de 8000 espèces répertoriées. Alors cet inventaire, c'est pas un inventaire à l'après-vert, c'est pas juste pour, voilà, pour faire des listes et des listes. Ça nous permet par exemple de juger de l'importance des différents compartiments de la forêt, et en particulier de remarquer et de noter l'importance des très vieux arbres et des arbres morts dans les écosystèmes forestiers. À ces stades de sénescence et de vieillissement de la forêt sont associées quasiment la moitié des espèces qu'on va répertorier en forêt. Ce qui veut dire que quand vous enlevez les vieux arbres, que vous enlevez du bois mort, vous enlevez finalement presque 50% de la biodiversité de la forêt. Alors cette forêt, elle est à l'intérieur des 34 points chauds de biodiversité dans le monde. Le bassin méditerranéen est une zone très très riche et elle fait partie des 40 vieilles dernières forêts du bassin méditerranéen. C'est dire l'importance qu'a cette forêt. Alors le bassin méditerranéen, pour simplifier, pour aller très très vite, pourquoi c'est un point chaud de biodiversité? D'une part parce que les espèces y sont très menacées, mais parce qu'il y a aussi une diversité très très importante qui est due à l'histoire en fait de la Terre avec les dernières glaciations. Les espèces de faune et de flore ont trouvé refuge sur les bordures de la Méditerranée et on peut recoloniser post-glaciaire tout le nord du continent européen et arriver à la répartition actuelle qu'on connaît des espèces. Alors, je reviens au sujet un petit peu du jour. Hein. Pourquoi la Massane est-elle considérée comme un poste avancé du changement climatique? Donc là, vous avez une photo de la traînée de la Massane avec des très beaux houes dans la lumière du petit matin avec la brume. Et en fait, les phytosociologues ont classé cette forêt comme une hêtraie atlantique à houes. Alors, c'est peut-être pas très heureux sur l'Atlantique, mais vous allez voir qu'après, en fait, elle est en gris, là, en gris sombre. En fait, c'est la répartition du hêtre en Europe. Et vous voyez que la forêt de la Massane, en fait, est en position, en répartition extrême, hein, dans le sud, pardon, dans le sud de sa répartition. Alors ça va jouer énormément. Ça va avoir des conséquences, évidemment, sur cette forêt. Alors, elle est en situation tout à fait atypique, en plein biome méditerranéen. Alors, vous savez que le climat méditerranéen est caractérisé, en fait, par une courbe des températures très très haute en été et une sécheresse estivale très marquée. Vous avez un petit creux ici, là, voilà, qui monte sur le diagramme thermique, hein, qui croise les températures et les pluviométries. Vous avez un creux estival très marqué. Quand on s'intéresse à l'indice qu'avait utilisé Quetzal et Médaille pour caractériser les différents étages de végétation, vous voyez que la Massane, avec ce critère-là, elle se retrouve dans le méso-méditerranéen. Alors que normalement, la hêtraie devrait se retrouver au niveau du montagnard, donc beaucoup plus haut en altitude. Alors, le laboratoire Arago avait eu la bonne idée d'installer une station météorologique dès 1959, donc ça fait 59 ans en fait, en gros, qu'on a des données sur les précipitations et 42 ans pour les températures. Et vous voyez qu'il y a une tendance qui se dessine, hein, c'est-à-dire, bien que ce soit en climat méditerranéen, donc la pluviométrie c'est très inégal d'une année sur l'autre, mais globalement, on a une baisse des précipitations et on a une hausse en bas, la courbe qui montre une hausse des températures. Alors l'échelle est un peu exagérée, ça augmente pas autant que ça, n'ayez pas peur, mais ça augmente quand même. Alors, la Massane est soumise en fait déjà à des conditions extrêmes que nous prédisent en fait tous les climatologues avec ce qu'on appelle le changement climatique ou le global change, puisque ça regroupe plus que le climat en fait. Et donc on prend déjà des vents, la Massane prend déjà des vents très violents. Ça c'est l'épisode de Klaus en 2009. À cette époque-là, 10% des arbres, suite à cette tempête donc, de Klaus, on avait relevé avec Jean-André Magalou 10% de bois supplémentaire au sol. Donc un événement, 10% de bois mort supplémentaire au sol. Alors le bois mort, c'est pas un problème, hein, puisque en fait,
voilà, ça va contribuer. Alors vous avez une vache ici, je pense que c'est pas elle qui a tiré la branche qui était au-dessus et qui a cassé la branche pour manger les feuilles, mais elle est venue manger les feuilles post-chute de branche, et puis après, évidemment, cette branche va être décomposée par énormément d'organismes qu'on appelle les organismes saproxyliques, qui décomposent le bois. Alors j'ai utilisé une des dernières diapos des postes du climat ici à Magnus-sur-Mer, hein, c'est des dernières publications qu'ils ont sorties, donc les collègues qui travaillent sur les bouées météorologiques, et vous voyez en fait, ils montrent un petit peu, habituellement ça c'est des roses des vents en fait, hein, et en général on a plutôt des vents dominants de nord-ouest, assez puissants, très forts, en voyant 2013, et puis on va se dessiner des vents là, que peut-être on avait moins l'habitude d'avoir, et en particulier en 2016, des vents très forts de plein sud, et qui ont des répercussions très importantes évidemment sur la végétation, puisque les arbres sont accoutumés aux vents dominants, mais quand il y a des vents qui sont en rotor et qui sont dans l'autre sens, et bien, ça fait des chutes, ça peut faire beaucoup de chutes de branches et de dégâts. Et on nous prédit, évidemment, avec ce changement climatique, cette multiplication de phénomènes extrêmes. Alors là, il peut faire aussi très froid à la Massane. On est à quelques centaines de mètres au-dessus de Banyuls, et on ne se rend pas compte, mais des fois, je vous ai mis un petit film, des fois c'est la Sibérie. Donc, alors le son est parti, dommage, mais ça fait très bizarre, et ça refroidit vraiment, ça fait un peu fraîcheur en été, c'est bien. C'est pas grave. Non, ça marche pas, c'est pas grave, t'inquiète. Donc en fait, bon, c'est des vents très violents, alors voilà, et il peut faire très froid à la Massane. On a ces ambiances-là, on a l'impression d'être au Carlite. Vous avez une cascade de glace, vous avez l'impression qu'il y a eu une attaque chimique avec de la mousse, hein. En fait c'est la rivière qui est gelée. Hein. Voilà, ça c'est quand le froid se conjugue au vent. Vous imaginez les conditions vraiment extrêmes qui peuvent régner sur ces crêtes, c'est très compliqué. Et puis les arbres, en fait, nous, quand il fait froid comme ça, on redescend. Mais les arbres, ils sont sur place, ils peuvent résister, ils peuvent tenir. Et quand on a des conditions extrêmes de cette ampleur-là, des fois, voilà ce qui arrive, on ne tient pas, et puis voilà, il y a des arbres qui se terminent. Et même des animaux qui pourraient fuir, et qui sont un peu imprudents à rester, peuvent être victimes de ces vagues de froid. Hein. Donc il y a souvent des oiseaux qui sont piégés, des insectes, etc. Toute forme d'organisme qui reste sur place, qui a la mauvaise idée de rester sur place. Alors ça, c'est une petite photo peut-être pas très explicite, mais en fait vous avez des jeunes feuilles de houx qui ont été victimes d'un gel tardif. Alors les gels tardifs semblent être un des éléments très importants pour l'avenir, pour les forêts, pour la santé des forêts. En fait, ça peut jouer un rôle très important après sur le débourrement des bourgeons, sur les fleurs, sur la fructification. Et on prédit de plus en plus de gel tardif aussi avec le changement du climat. Donc des incidences probables très importantes sur la forêt. Évidemment, on prédit aussi des fortes précipitations, mais ça, la Massane, elle le vit déjà. C'est pour ça qu'on est toujours à un poste avancé du changement climatique. C'est que nous, on les a déjà, tous ces phénomènes extrêmes, on les vit déjà à la Massane. Donc vous avez la pluie du 12 juin 2018, donc la semaine dernière. Hein. Et donc vous voyez, en quelques minutes, en fait, la rivière devient un torrent de boue. Ça ressemble à la chicoulatade à Océja, là-haut. Il prend du chocolat à grand flot, et puis ça emporte tout, évidemment. C'est une puissance, c'est en charge sédimentaire très fort, et c'est une inertie très importante. Alors on a étudié ça beaucoup avec Jean-André sur le déplacement, et quelles étaient les quantités de bois mort qui étaient exportées, et j'en reparlerai un petit peu après, parce qu'on continue à suivre ça avec un chercheur du laboratoire Arago ici présent dans la salle. Donc voilà, ça c'était l'épisode de la semaine dernière, hein, avec seulement quelques dizaines de millimètres. Vous imaginez, cette rivière, elle peut monter à plus de 3 mètres de hauteur en crue. Donc c'est phénoménal, le bassin versant est très court, c'est 5 km de bassin versant, mais ça peut réagir énormément. Et puis les conséquences, évidemment, de ce type de crue, hein, c'est très spectaculaire, hein, c'est très beau d'ailleurs. C'est une érosion très puissante qui peut emporter des arbres, qui peut emporter le terrain, les cailloux, les roches, ou plusieurs tonnes. Hein. Donc l'eau a une puissance, et vous le savez très bien ici à Banyuls, puisqu'en fait vous êtes en bas,
Nous, on est en haut, mais nous, on vous envoie tout ce qui est, tout ce qui est en haut, on envoie en bas, donc vous recevez tous les présents de la Massane, de là-haut. Pas tout à fait la Massane pour Vanius, mais voilà, c'est un petit peu le... Alors par contre, ce qui pourrait impacter le plus, et ce qui ressort d'une thèse en cours à la Massane sur la modélisation de la mortalité des hêtres, c'est les épisodes de sécheresse et de canicule. Alors les 3 mois consécutifs de sécheresse sont un des facteurs les plus prédominants sur la mortalité des hêtres. Les hêtres font ce qu'on appelle des cavitations, en fait, c'est des genres d'embolies. En fait, l'eau ne monte plus jusqu'au sommet de l'arbre, et la partie est donc déconnectée, va mourir, et puis peu à peu, voilà, l'arbre va s'affaiblir, il aura moins de capacité à emmagasiner de l'énergie, et moins de photosynthèse, et moins de réserve, et voilà, des arbres qui vont sécher sur place. Et puis des fois, on voit saigner les arbres à la Massane, c'est assez spectaculaire. Enfin, c'est des exudats sur des vieux arbres blessés, ça fait comme du sang qui coule là, des arbres. Alors là, les insectes sont très friands parce qu'en général, c'est assez sucré. Et puis, il y a tout. Alors ça, c'est les phénomènes plus ou moins naturels. Et puis, vous avez toutes les actions anthropiques qui vont se rajouter à ces effets du climat. Vous connaissez tous les problèmes de déforestation qui datent depuis longtemps. Depuis le néolithique, on a un dolmen à la Massane. Donc la Massane a été habitée depuis très très longtemps. Alors on déforestait pour l'agriculture et pour l'élevage. L'élevage qui perdure encore à la Massane. Et Charles Flahault, à la fin du 19e siècle, décrivait la vallée de la Massane comme un véritable désert, où il n'y avait plus de forêt, et chaque fois qu'il pleuvait, c'était des torrents de boue qui descendaient et qui menaçaient d'emporter les habitations, les cultures, etc. Et puis, depuis, on a la chance d'avoir un abandon, finalement, quasi-abandon des activités du massif, et finalement, on a une reforestation qui s'est faite, et j'en dirai peut-être un petit peu plus tard. Malheureusement, il y a encore des gens qui font des coupes à blanc sur le massif de l'Albert, de ce type-là. C'est totalement irresponsable. Ça entraîne évidemment, chaque fois qu'il va pleuvoir, ça va faire descendre tout le sédiment. Ça, c'est la Sorel, c'est une coupe qui a été faite. Donc je vends mon village. C'est pas bien d'avoir fait ça. Sorel. Évidemment, il y a tous les sports de nature qui se développent. Alors, c'est quand il y en a un, ça va, quand il y en a deux, ça va, quand il y en a trois, voilà. C'est quelque chose, c'est une expression qui est très connue. Je plaisante avec ça. Mais en fait, il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent débouler sur ce genre de randonnée, de courses, etc., de VTT. Et finalement, ben voilà, il y a encore des gens et tout ça entraîne en fait une très très forte érosion du massif. Et en milieu, tout ça, c'est des photos faites à la Massane. Et tout ça peut entraîner évidemment de très fortes érosions. Alors d'autres facteurs d'érosion, je passe un peu vite, c'est des facteurs qui sont liés indirectement par une mauvaise gestion, par exemple synergétique, avec l'impact des sangliers. Vous avez les pelouses de la tour, là, qui ont été littéralement labourées. C'est très 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 bien fait. Pour planter du blé, là, ils ont bien fait le boulot, il ne reste rien. Donc voilà, c'est pareil, quand c'est inapproprié, voilà, ça peut donner ça. Donc vous avez des actions anthropiques directes, indirectes, donc je vais passer très brièvement, mais vous les connaissez tous, c'est les facteurs d'érosion de la biodiversité, très très important, introduction d'espèces, perte de milieu naturel, la circulation estivale et des camions du Pertus, 15 000 poids lourds jour au Pertus, et en période estivale, en fait, tous ces gaz d'échappement vont se transformer en ozone, qui est un gaz extrêmement toxique pour les plantes. Il rentre par l'estomac des feuilles et il va attaquer le parenchyme et donc impacter très fortement les capacités des plantes à faire la photosynthèse. Et toujours pareil, avoir des réserves qui vont lui permettre de tenir. Vous avez vu les froids, l'hiver, vous avez vu les printemps difficiles, les pluies, tout ça. Ils ont besoin de réserves pour tenir. Ils sont sur place, ils ne peuvent pas se barrer, aller chercher, aller manger ailleurs. Toujours un petit exemple d'érosion de la biodiversité pour dire que c'est pas parce qu'on met un espace en réserve, en fait, on est tous concernés, ils sont soumis comme de l'ozone. Voilà, il arrive d'à côté de la réserve, on va mettre la réserve en réserve, l'ozone, le gaz, il monte et il est impactant. Et on a la même chose, c'est le cordon ombilical avec la mer, la Massane, c'est le bassin hydrographique, donc avec la Massane qui se jetait dans le gros de la Massane et qui se jette maintenant dans le port d'Argelès.
Et tout ça, si on impacte des tronçons aval, ça va avoir un impact, par exemple, sur les anguilles qui remontent, si elles ne peuvent plus remonter. Alors on a la spécialiste des anguilles dans la salle, qui pourra peut-être en dire un petit mot, mais du coup, on a identifié un peu toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir à la montaison des anguilles sur le petit fleuve d'Amazon et les aménagements qu'il faudrait faire pour aménager les seuils pour qu'elles puissent remonter facilement. Alors ça ne joue pas que sur des espèces comme les anguilles, ça joue aussi sur les invertébrés, c'est moins connu, mais on a fait une étude sur tout le cours d'eau de la Massane et vous avez en fait des qualités d'eau qui sont de plus en plus mauvaises. Alors la Massane, voilà, excellente qualité d'eau, et puis plus on va descendre, et plus on va arriver à des qualités très mauvaises d'eau. Et donc des populations d'insectes qui ont en fait qui se développent dans tout le cours d'eau et qui vont en fait entamer des migrations d'aval en amont, aller pondre en amont de la rivière et après par simple dérive par le courant coloniser en fait tout le cours d'eau. Si les tronçons aval sont en mauvaise santé, évidemment, il n'y a plus de reconstitution des stocks et des populations et donc on a des problématiques qu'on connaît un petit peu à la Massane. Donc, je vous montrerai des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça c'est donc le gros de la Massane. Donc c'est voilà, une intervention sans autorisation sur zone humide. Et puis la nature ça peut venger, elle a chopé, c'est elle qui a mangé la grue. Le problème c'est que ça derrière c'est un plein de 350 ou 400 litres de gasoil. C'est du gras et c'est une pollution pour des années et des années et des années d'un milieu naturel. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. On a des problématiques aussi avec une inadéquation des charges pastorales des troupeaux sur la forêt. Les paysages, je vous l'ai dit, j'en ai glissé un mot, mais le massif de l'Albert a quasiment été abandonné de toute activité et la forêt a repris ses droits un petit peu, a colonisé tout l'espace. Du coup, les espaces ouverts nécessaires pour les troupeaux se retrouvent très réduits. Et si on n'adapte pas la charge pastorale finalement à ce qui reste à manger d'herbe, les vaches se reportent sur la forêt, vont manger les régénérations et ça peut avoir un impact très important sur l'avenir de la forêt. Alors évidemment, tous ces effets, là on les prend un par un, mais en fait ils se cumulent, ça fait des effets en cascade, et puis après avec des effets, et puis voilà, ça prend une ampleur très forte. Alors, là, je reste un très beau qui n'est pas chouchou pour la réserve et pour la forêt de la Massane. Dans ces conditions, évidemment, qu'en est-il du devenir de cette forêt? Mais cette forêt, elle a quand même résisté, elle a tenu les glaciations, elle a tenu les réchauffements, elle a des capacités vraisemblablement à tenir. Et donc, on a essayé d'accentuer nos connaissances sur l'histoire de cette forêt pour savoir d'où on vient, savoir qui on était et où on allait. Alors, c'est une importance la forêt de la Massane parce que c'est une hutterie donc à un poste avancé du changement climatique et c'est ce qu'on prédit évidemment pour toutes les autres hutteries d'Europe à suivre vers le nord et le hêtre est une des 5 espèces les plus abondantes en Europe donc c'est un enjeu de biodiversité, de conservation de la nature très important mais aussi économique hein, puisque c'est les essences qui est le plus exploité en Europe. Alors on a travaillé sur la génétique et de la population de hêtres. Donc c'est des travaux qui ont été menés avec l'équipe de Rémi Petit de l'INRA de Bordeaux-Cestas, en collaboration avec Elodie Magnanou. Et donc on a montré qu'il y avait une signature originale de la hêtraie de la Massane et une très forte diversité qui était un petit peu les gages de l'hypothèse, qui confortait l'hypothèse de refuge glaciaire de la Massane. Alors cette diversité génétique évidemment elle va être très importante hein, puisque ça donne toutes les clés au hêtre de pouvoir réagir. En fait, plus vous allez, alors je simplifie énormément, hein, et vous avez des refuges glaciaires tout le long du bassin méditerranéen, enfin quelques refuges glaciaires le long du bassin méditerranéen, et à partir de ces refuges glaciaires, vous allez avoir une remontée des espèces avec la fin des glaciations, donc les arbres se déplacent. On a calculé que le hêtre était remonté à 150 mètres par an. Là. Donc voilà, c'est ces petits qui gagnent au fur et à mesure. Mais à part des noyaux de riche diversité, plus on monte vers le nord et plus ça s'appauvrit. En fait, plus on s'éloigne des noyaux refuges glaciaires et plus ça s'appauvrit. Donc en fait, la diversité génétique qui peut être intéressante pour les arbres, elle est ici, elle est dans ces forêts du
bord du bassin méditerranéen. Alors on a essayé aussi de travailler sur les charbons. Alors les charbons, ça permet, en fait, c'est des charbons qu'on retrouve, qu'on va chercher dans le sol. On fait des fosses, on va chercher des petits morceaux de charbon. On les identifie, parce que quand ils ne sont pas trop brûlés, on peut identifier l'essence qui a été brûlée. Alors c'est des feux naturels ou des feux anthropiques, hein, par des défrichements, des grands défrichements. Et on peut identifier les espèces et les dater au carbone 14. Ça coûte un peu cher, donc on a fait ça quand même à la Massane. Et donc on a pu remonter 6 000 ans, 7 000 ans, presque 7 000 ans d'histoire de la forêt à la Massane. Et on voit une évolution hein, depuis 6 000 ans. Et vous avez ici sur la droite les différentes évolutions de la forêt. Avec un minimum de la forêt au XVIIIe siècle, ici, là, parce que la forêt était très très exploitée, et une évolution en termes de nature, entre une hêtraie sapinière et une disparition du sapin il y a à peu près 1600 ans sous les Romains. Alors est-ce que c'est un épisode climatique qui a éliminé les sapins, ou est-ce que c'est les activités anthropiques qui prenaient les sapins parce que c'était très pratique pour la navigation, pour faire des bateaux? Ça on ne sait pas, en tout cas le sapin a disparu de la Massane. On a eu la chance, alors on travaille aussi sur les cartographies anciennes, on connaît les cartes Cassini, on a eu la chance, avec Ingrid Duniac, qui a fait sa thèse en archéologie, qui est allée aux archives départementales, de trouver cette carte de 1743, où on voit en fait ce qui restait de la forêt. C'était donc au minimum de la couverture forestière au niveau national. Et on a trouvé cette carte qui correspond exactement au périmètre de la réserve. C'est assez magique d'avoir trouvé cette carte. Et on voit qu'en fait, il restait de la forêt à l'entrée, là où on a notre réserve intérieure finalement, et puis le long de la répicide. Et puis ici, maintenant, c'est la forêt. Vous voyez que la forêt a quand même regagné, et s'est étendue sur le territoire, a regagné du terrain. Et les pelouses que vous avez là, en fait, sont des pelouses artificielles qui ont été faites par les activités anthropiques, principalement pour l'élevage. Alors, à la Massane, on était très très fort sur les inventaires, on était très très fort en écologie. Il y a eu des thèses remarquables, les premières thèses d'écologie. J'ai cité M. Tramé sur les acariens et les annexes du sol, sur les aurimates. Il y a eu les travaux de Roger Dajos, que tous les entomologistes connaissent, avec son catalogue de la forêt de la Massane, où il y avait plus de 1200 espèces répertoriées à l'époque. Et Joseph Tramé nous avait dit, à Jean-André et moi, c'est dommage, j'ai pas fait de photos, on aurait pu voir l'évolution, regarder ce qui se passait, ça aurait été bien d'avoir fait une cartographie, et il nous a lancé sur ce chantier redoutable de la cartographie, et avec Jean-André, donc on s'est attelé à ça, et on s'est lancé dans des cartographies, et ça c'est Jean-André qui court, et qui cartographie tous les arbres de la réserve intégrale, et donc voilà, en un an et demi, en fait, on a couvert les 10 hectares qui étaient en enclos, et on a ici, dans cette portion de réserve, là, on a 10 hectares, on a 30 000 arbres qui sont répertoriés. Alors, ça a eu un intérêt qu'on n'avait pas forcément mesuré dès le départ, mais on s'en est servi, en fait, comme un observatoire, et on a un observatoire donc, de 50 000 arbres, qu'on suit 2 à 3 fois par an et qu'on suit lorsqu'il y a des perturbations très très importantes, style celle que je vous ai parlé, d'épisodes de vent comme la tempête Klaus ou Cynthia, enfin des gros épisodes, et on repasse et on regarde ce qui se passe sur ces arbres. Et donc on repasse sur les 50 000 arbres 2 à 3 fois par an, et ça nous donne ces informations-là. Donc on a eu ici, c'est un exemple de ce qu'on peut tirer de cette cartographie, avec l'épisode sécheresse et canicule de l'été 2003. Donc en bleu, c'est uniquement, on n'a sorti que les êtres marins. Donc en jaune, vous avez les arbres qui étaient dépérissants, et en rouge, c'est les mortalités. Donc vous voyez qu'en 2007, il y a un paquet d'arbres qui ont commencé à mourir de l'épisode de 2003. Les arbres, souvent, ils ne meurent pas tout de suite. Ils sont coriaces, hein, mais finalement, ils sont affaiblis, et puis ils souffrent, et puis c'est de plus en plus compliqué. 2011, vous avez ça, on était à presque 11% de mortalité des arbres suivis. Et en 2018, je n'ai pas la carte à vous montrer, mais c'est 26%, près de 26% des arbres qu'on suivait qui sont morts suite à l'épisode de la canicule de 2003, qui avait duré 15 jours, 3 semaines. C'est dire que si on a une multiplication de ces événements extrêmes, on peut quand même être inquiet sur le sort de cette forêt. Alors, évidemment, là, ce qui est un peu trompeur, on met l'accent sur les mortalités. Je ne vous ai pas mis non plus les régénérations. Heureusement, il y a un petit peu de régénération et il y a de la forêt qui revient.
Ça, c'est l'autre partie, et on a tiré les mêmes conclusions. Hein, c'est toute la ripiscible, donc c'est la photo aérienne en fait, de la Massane, ça c'est le périmètre de la réserve. Et donc on a cartographié 15 mètres de part et d'autre. Toute la ripiscible, c'est la forêt riveraine du petit fleuve côtier de la Massane. Et donc on part de 600 mètres d'altitude à la base de la réserve jusqu'à 950 mètres, c'est la source de la Massane. Tout ça est cartographié aussi, pareil, tous les arbres sont cartographiés, et donc ça nous permet d'observer un petit peu ce qui se passe aussi avec un petit gradient altitudinal. Voir si, par exemple, les espèces méridionales peuvent remonter. Alors là, on ne va pas à cette échelle, mais en fait, la base de la cartographie est beaucoup plus colorée que le haut, parce qu'il y a beaucoup plus d'essence, en fait, en bas qu'en haut. À la fin, on finit quasiment qu'avec du être et quelques chemins. Alors, toutes ces perturbations, évidemment, elles entraînent des modifications qui se répercutent sur le milieu. Alors, comment y voir plus clair là-dedans, identifier les phénomènes qui vont être prédominants et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les capacités que va pouvoir développer la forêt pour résister à toutes ces atteintes. Et alors, nous, on pense qu'il faut continuer quand même à maintenir l'effort de connaissance sur la réserve. Alors là, je pense que vous connaissez tous cette bestiole. Mais en fait, c'est pas celle-là. Donc, c'est pas le moustique tigre, mais il lui ressemble. Donc, ça, c'est un petit moustique forestier qui s'appelle Aedes geniculatus, qui vit en fait dans les cavités d'arbres. Donc, c'est par rapport à la santé humaine. Là, je prends un exemple qui peut servir à la santé humaine. On fait des inventaires pour suivre les populations d'insectes qui pourraient être préjudiciables à notre santé, voir ce qui pourrait leur arriver. Pareil, un tabanidé, là, un temps. Hein. Vous savez que tous les insectes piqueurs suceurs sont vecteurs de maladies, de sacrées saloperies qui peuvent être transmises à l'homme. Et donc là, vous avez... alors c'est amusant. Hein. Donc en fait, la femelle, là, est en train de pondre. Et les larves sont aquatiques, les larves de tabanidés, de certains tabanidés, je crois tous même. Et puis si vous regardez bien là, vous avez une toute petite bestiole là, qui est un hyperparasite. Alors là, on a notre spécialiste des hyperparasites qui travaille sur les olives. Et c'est des petits calciniens qui vont, alors que la femelle de temps est en train de pondre ses œufs, l'autre impunément, il est en train de pondre dans les pontes de tabanidés et de réguler finalement les populations de temps. Et donc, nous, on étudie un petit peu toute cette biodiversité-là, on essaie d'identifier un petit peu toutes ces espèces qui pourraient un jour servir aussi à la santé humaine, quand on se demande à quoi ça sert la biodiversité, ça peut servir aussi à ça. Alors, j'avais présenté ici, il y a quelques années, de nombreuses années même maintenant, les parasites de plantes, et en particulier les galles ou cécidies, parce que les interactions entre parasites sont très très intéressantes à étudier, ça apporte beaucoup d'informations. Et puis c'était surtout un petit lien avec la Case Dutier, qui avait travaillé là-dessus à l'époque, et qui avait commencé des travaux sur les galles et sur les parasites de plantes. Et il a laissé ici au laboratoire des très belles planches de dessin des différentes galles qu'il avait étudiées. Et je pense que Sandrine, je pense que c'est abordable quelque part. Je ne sais pas si Sandrine. Mais bon, à la bibliothèque, en fait, vous avez ces planches qui sont magnifiques sur les tissus des galles, sur les galles elles-mêmes et sur les autres, sur les parasites. Alors on suit les parasites de plantes parce qu'il y en a qui peuvent avoir des impacts. Vous voyez ici des arbres complètement déplumés, hein, et en fait ils sont victimes, c'est les châtaigniers, qui sont victimes du cynips chinois, Dryocosmus currifilus, donc qui a été introduit par l'homme. Quand vous parlez d'introduction d'espèces tout à l'heure, ça peut avoir un impact très très important. Et nous on étudie évidemment l'impact direct de ce parasite, mais aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, les hyperparasites qui vont pouvoir peut-être réguler cette espèce. Actuellement, la seule façon de réguler cette espèce, c'est d'avoir introduit un Thorimus, un Thorimidés, c'est un hyperparasite, Thorimus sinensis, qui vient de Chine aussi. Et des Thorimus, il y en a beaucoup en Europe. Et on pense que ce Thorimus sinensis, il pourrait bien s'intéresser à autre chose que les galles de châtaignier, et puis partir dans la nature, et puis finalement faire plus de dégâts que ce pourquoi il avait été prévu. Alors, on est engagé évidemment à la Massane sur des suivis à long terme qui sont standardisés au niveau de l'Europe ou de nationaux, qui nous permettent en fait d'avoir des informations, c'est notre petite part à l'échelle des populations entières. Donc tout le monde connaît et tout le monde a entendu parler des stocks, les suivis temporels des oiseaux communs, c'est des oiseaux nicheurs, on fait des points d'écoute. Et en fait, c'est ce qui a permis, si vous en avez entendu parler, de noter l'érosion de la biodiversité sur les oiseaux, une chute de plus de 40%, 50% des oiseaux de plaine, les oiseaux liés
en milieu urbain, etc., etc. Et ben, ça vient de ces suivis, en fait, qui sont des suivis coordonnés à l'échelle nationale et qui ont l'intérêt, justement, d'être à l'échelle des populations. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, on essaye, à la Massane, de s'engager dans tous ces suivis, qui sont des suivis standardisés pour participer à l'effort de connaissance à l'échelle des populations. Donc, vous avez ces noms barbares, le choc, c'est suivi suivi hivernal des oiseaux communs, Stélie, c'est suivi temporel des libellules. Et puis vous avez ce CIRS de net, là, c'est un suivi des CIRS qui se fait à partir des pièges malaises. Et vous avez vu aussi les résultats qui ont été publiés, qui ont fait beaucoup de bruit en Allemagne. Et c'est à partir de ce type de piégeage standardisé qu'ils ont montré qu'il y avait une érosion ces dernières, je crois, ces 10 dernières années, 70% des quantités d'insectes dans les milieux protégés en Allemagne. Une érosion de la biodiversité absolument phénoménale, très, 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 très inquiétante. On travaille évidemment aussi sur les abeilles sauvages, 260 espèces à la Massane, un quart des espèces présentes en France. Donc la Massane reste un haut lieu de biodiversité dans tous les groupes qu'on étudie. Alors on identifie des indicateurs, c'est très à la mode des indicateurs. Il faut toujours choisir des indicateurs. Alors nous on a des indicateurs, ça fait un peu collaboration et tout ça, mais bon, on a des indicateurs. Et on suit des indicateurs montagnards, Antennaria dioica, le groseillier alpin, et puis le framboisier, qui est une espèce montagnarde. Je ne maîtrise pas bien le micro, excusez-moi, des fois c'est fort, des fois c'est pas fort. Et donc on va suivre en fait, c'est des témoins en fait de périodes plus froides qu'il y avait à la Massane, et on va suivre un peu leur évolution. On va travailler aussi sur les espèces évidemment, comme c'est censé se réchauffer, de remontée d'espèces méditerranéennes. Et on a déjà noté la remontée d'espèces comme le psammodrome algire, ce joli lézard, qui n'était pas connu à la Massane et qui est arrivé il y a quelques années. Et puis Calopteryx hémorrhoidalis, là, qui est une jolie petite libellule qui est arrivée à la Massane aussi il y a quelques années. Alors hémorrhoidalis, pourquoi? Parce que vous voyez, elle a le dessous de l'abdomen, un rose vif bleu. C'est très joli comme nom, on aurait pu l'appeler autrement, je ne sais pas. Alors quand on travaille sur la faune, il faut travailler aussi évidemment la nuit. Mais bon, c'est compliqué de travailler jour et nuit, on travaille déjà pas mal à la Massane. Alors du coup, on s'aide de pièges photos, d'enregistrements, de sonorisation, des écolocations de chauves-souris. Vous avez une belle photo de chouette hulotte. Dans cette chouette hulotte, on faisait des captures, les petites histoires, on faisait des captures de chauves-souris en fait la nuit, et elle est venue se prendre dans les filets de chauves-souris. Donc elle nous a permis de faire un joli cliché, évidemment on l'a libéré instantanément. Et ça nous a permis de lui tirer ce joli portrait. Donc c'est une chouette hulotte de la Massane. Et ça nous a permis de faire la première photo de chat forestier, de chat sauvage, donc à la Massane. Alors vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est pas grave, vous avez les deux yeux là du chat. Donc c'est des photos, souvent on ne voit pas grand-chose, vous voyez un peu mieux peut-être là, le chat. Bon, on devine un peu le chat ici, là. Alors, un chat qui a très grosse queue. Voilà, vous pouvez me croire, parce qu'après on l'a eu en photo dans 2 jours, etc. Donc alors par contre, c'est des chats qui se croisent avec les chats domestiques, qui peuvent se croiser avec les chats domestiques, et actuellement il y a une thèse en cours justement sur l'impact du croisement éventuel de ce chat forestier avec des chats domestiques. Et regardez un petit peu ce qu'il tramale comme virus à cause de ces croisements. Et pour identifier un chat forestier, en fait, on est obligé de passer par la phase génétique. Parce qu'en fait, au niveau des formes, vous pouvez avoir énormément de choses. Alors on suit aussi plein d'espèces qui ont un intérêt particulier, donc c'est toujours des indicateurs, soit parce qu'elles sont rares, parce que c'est des espèces parapluies. Parapluie, ça veut dire que quand vous étudiez cette espèce-là, en fait vous allez étudier tout un cortège d'espèces qui sont associées. On parle aussi d'espèces clés de voûte comme le hêtre. S'il n'y avait pas de hêtre, il n'y aurait pas toutes les espèces associées. Les espèces patrimoniales, les espèces en limite introduites, envahissantes. Alors ça, c'est pas un lapin avec des ailes. Ça, c'est un cirque. C'est un cirque très très rare, c'est Calycera McCarthy. C'est un cirque qui va vivre uniquement dans les très très vieux êtres à la Massane et qui est une espèce très très rare en Europe et qu'on a la chance d'avoir encore à la Massane. Alors, on n'est pas très riche à la Massane, alors on essaye de travailler au maximum, parce qu'on ne nous donne pas beaucoup de moyens, et on essaye de travailler au maximum en partenariat. Et évidemment, Joseph Travé, je reviens toujours sur lui, mais bon, c'est la cheville ouvrière de la Massane. Il avait initié énormément de coopération avec le monde de la recherche, et on a essayé de poursuivre
son action et on mène de nombreux partenariats. Donc là, on travaille avec l'université de Perpignan, avec le LGDP, c'est le laboratoire de génomique LGDP. Génomique et développement des plantes. Merci. Les gens sont dans la salle. Et donc avec l'équipe d'Olivier Panot, et donc on travaille sur les transposons. Alors, transposons, pour faire très simple, c'est des petits bouts de gènes qui sont transmis de façon horizontale, c'est-à-dire sa transmission horizontale génétique, c'est des petits morceaux de gènes qui appartiennent à d'autres espèces qui se retrouvent dans les génomes d'espèces. On ne devrait pas s'en trouver. Et on se rend compte finalement, en les étudiant, que ces transposons, ils peuvent avoir un grand rôle au niveau de la fonctionnalité des écosystèmes et aussi des espèces. Ça peut leur servir, on a montré ça chez les champignons. Et donc on a identifié les premiers transposons entre Fomes lamadouvier, ce magnifique champignon, avec lequel l'homme a commencé à maîtriser le feu, et cette petite polypode, cette petite fougère, le Polypodium vulgare. Et donc il va y avoir en 7 ans une thèse qui va démarrer sur les transposons de la Massane avec un financement de la région, donc c'est très intéressant pour nous. On va travailler sur les champignons. Alors le champignon, c'est un monde absolument énorme, avec des milliers d'espèces, avec des inconnus énormes. Alors le but de l'étude qu'on a lancée, c'est de suivre les communautés, les successions de communautés de champignons entre un arbre sain et les phases de décomposition totale du bois. Et donc on s'appuie évidemment sur notre observatoire pour mener l'échantillonnage, parce que nous on sait quand les arbres sont morts, à quelle période, quel moment, quelle année, ceux qui sont dépérissants, depuis quand. Et donc on a monté un échantillonnage et on a fait des prélèvements sur ces arbres et on va avoir l'information. Alors on a recours à l'analyse, au séquençage et à l'analyse moléculaire, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui ne font pas ces belles manifestations, qui sont totalement invisibles et qu'on ne peut appréhender que de cette manière-là. Alors, on ne va pas toujours à l'espèce, mais ça va nous donner quand même une idée du nombre d'espèces, et puis de pouvoir aller plus loin, de valider aussi nos observations sur ces 50 000 arbres, puisque nous, on relève les arbres qui ont des champignons, on va voir si ça a un intérêt ou pas de continuer ces observations. Je pense que oui, mais voilà, ça va conforter ça. Alors, ces analyses moléculaires, elles ne remplacent pas, je disais, les mycologues, mais par exemple, quand on a des groupes très compliqués, comme ce groupe de Morchella conica, et bien finalement, avec le séquençage et le travail qui a été fait à l'échelle mondiale, et ben ça c'est une espèce, ça vient de sortir, ça n'a pas été publié encore de la primaire, c'est une espèce nouvelle pour la France qui s'appelle Morchella angusticeps, voilà, qui n'était pas connue encore en France, mais qui était déjà vraisemblablement très mangée en France. Alors on se sert de la génétique évidemment parce que c'est une technique qui n'est pas trop intrusive qui peut ne pas être très intrusive pour les organismes vivants. Et donc là, on voulait savoir si la musaraigne aquatique était toujours présente à la Massane. Donc on a fabriqué des petits tubes dans lesquels on glissait des petits verres de farine et on était un petit peu vicieux, on accrochait du scotch double face dans le petit tube. Et donc, elle avait sa récompense, elle venait chercher des petits verres, mais elle se collait quelques poils et après, voilà, on récupérait quelques petits poils et qui vont être analysés au niveau génétique pour savoir si cette musaraigne aquatique est toujours présente ou pas. Donc on aura normalement les résultats cet automne. C'est un animal très discret qu'on ne voit pas, donc on ne sait pas s'il est toujours là. Et ça, c'est une façon d'appréhender, de savoir si c'est toujours là. Alors on travaille évidemment, puisque la génétique, évidemment, elle est en plein essor, le séquençage se fait de plus en plus facilement. Et donc on a des programmes énormes avec cette méthodologie-là. Donc on a un projet en cours qui s'appelle projet Pitch Génome. Alors ça, peut-être si vous avez des questions, après je ne vais pas trop insister, mais si vous avez des questions, il y a Elodie qui est dans la salle et qui pourra répondre puisqu'elle est associée à tous ces travaux. Et donc on va séquencer pour la première fois le génome complet de hêtres de la Massane. Il y a une centaine de hêtres qui vont pouvoir être séquencés totalement. Donc c'est une première pour nous, c'est assez fantastique. Il y a une ANR, ça s'appelle un projet de recherche nationale, qui s'appelle Beech Tree,
sur lesquels on a eu des premières réponses assez positives. On espère que ça va marcher, puisque la Massane est une des stations références qui va être étudiée. Et ce Beachtree, ce projet, en fait, il regroupe tout un consortium de scientifiques, quasiment tous ceux qui travaillent sur le hêtre en France, donc dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il va y avoir des moyens d'investigation qui vont être mis. Alors on espère beaucoup que ce programme va passer. Alors je vais dire un petit mot sur la génétique aussi. On a travaillé aussi sur l'avenir de la forêt, savoir quels étaient les reproducteurs. Ça, c'est avec l'équipe de Sylvie Audouf de l'INRA d'Avignon, toujours en collaboration avec Elodie Manianou. Et on a essayé de voir s'il y avait déjà des arbres qui se reproduisaient plus que les autres, s'il y avait des plantules qui résistaient plus que les autres. Donc en fait, on fait des liens de parenté entre les arbres et les plantules, et on regarde qui est plus fertile, qui amène le plus de reproducteurs, et quelles sont les plantules qui vont résister le mieux. Et en fonction, on étudie ça aussi en fonction de l'état sanitaire des arbres. Toujours à partir de l'observatoire de 50 000 arbres, donc Joseph Travail sur lequel il nous avait lancé. Alors, autre projet qui pourrait être un projet mondial et qui a été initié à la Massane, c'est un projet qui est porté par l'équipe d'Hélène Bergès à Toulouse, qui fait partie du Centre national, je vais encore demander de l'aide, Centre national de ressources génomiques végétales. Voilà, et donc l'objectif de ce projet, en fait, c'est de séquencer toutes les herbacées de la planète et de séquencer en plus les microbiotes associés. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de terre autour de chaque plante et des petits morceaux de racines, et on va étudier tout ça, séquencer tout ça et voir quelle est la biodiversité associée à ces plantes. Alors, ça arrive peu souvent, mais ça arrive. On se demande toujours à quoi sert la biodiversité. Et là, on a un petit projet avec peut-être des répercussions industrielles. Donc c'est Ulysse Valmont, que vous avez en photo, qui fait sa thèse en partie avec des échantillons à partir d'échantillons de la Massane. Il est venu chercher des consortiums en fait, naturels de dégradation de la lignine. Et en fait, sa thèse, c'est d'optimiser en fait tous les déchets agricoles, donc à très grande échelle, pour en faire du méthane, donc pour en faire du gaz. Et donc il cherchait des consortiums naturels de décomposition de la lignine, et évidemment dans un lieu comme la Massane, où on a la chance d'avoir des vieux arbres avec beaucoup de bois mort, évidemment tous ces complexes carboxyliques qui décomposent le bois sont présents, et il a des chances, éventuellement, enfin en tout cas s'il a des dernières chances, c'est ici qu'il peut les trouver. Et donc vous voyez, après les échantillons de la Massane sont martyrisés dans ces tubes et tout ça. C'est un petit peu douloureux pour toutes les bactéries et champignons qu'on va envoyer là-bas. On fait de la génétique environnementale aussi avec un projet. On est associé à un projet qui s'appelle Scararops. Alors ça, c'est avec le CEF de Montpellier, avec l'équipe de Pierre Gérobert. Je simplifie énormément, mais vous savez qu'on peut séquencer 1 litre d'eau. Vous faites ça au laboratoire Argo, très souvent en mer, on fait ça. Et on peut avoir des espèces qui sont présentes en fait, dans ce litre d'eau. Et nous, l'objectif, c'est de savoir ce qu'il y a dans les bouses. Et de suivre les bousiers, donc de prendre une bouse et de savoir toutes les bouses à la fin qui sont présentes, et de regarder un petit peu l'évolution de ces populations. Alors, les bousiers sont très très importants, puisque c'est eux qui vont être les premiers recycleurs des matières fécales dans les environnements naturels. Et la Massane, ces bougies avaient été étudiées par Inge Mayer-Hofer, ici au laboratoire. C'est une élève de Françoise Lattias-Bach. Et elle avait montré qu'en fait, la Massane était le site où il y avait la plus riche biodiversité en bousiers d'Europe. Donc avec plus de 60 espèces de coléoptères de ce type. Alors, comme c'était fatigant ce qu'on faisait en cartographie, avec Jean-André, qu'on en avait quand même marre de cette cartographie, de ce papier, de tout ce qu'on faisait, on a cherché à s'associer avec des nouvelles technologies et de profiter de la nouvelle technologie qui est le lidar terrestre. Alors c'est ce petit engin de rien du tout, là, qui tourne et qu'on voit des points laser dans tous les sens. Et il suffit de se promener comme ça dans la forêt à cette vitesse-là, et il vous prend toute la forêt, et il est censé vous la ressortir en 3 dimensions après un passage dans la machine. Ça veut dire que en 4 jours,
Avec cet engin, on fait mieux qu'en un an à deux à la masse avec Charles Brel. Et ça nous donne des possibilités énormes parce qu'en fait, quand vous avez tous les points qui sont répertoriés, en fait, vous pouvez regarder la forêt, vous pouvez couper les arbres, vous pouvez couper les arbres artificiellement, virtuellement, à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à la hauteur que l'on veut. On peut enlever tous les arbres de la forêt, on peut garder que cela. Donc c'est un outil qui est absolument fantastique. Et on travaille avec une start-up, je ne vais pas dire ça, mais une boîte, ça ne se dit pas non plus, une entreprise naissante qui est sur Rivesaltes, qui s'appelle Hexametrix. Et on attend les résultats là, depuis quelques semaines, quelques mois, et on attend beaucoup de cette cartographie, qui va vraiment être un bond en avant dans la cartographie forestière. Je pense que c'est un outil, ça, même si ça ne sort pas parfaitement à la Massane, de toute façon qui sortira dans quelques années, parce qu'évidemment on gagne un temps fabuleux et on gagne en précision, c'est absolument incroyable. Alors nous on a fait rentrer toutes les composantes, alors ils sont toujours pareil, hein, c'est un partenariat, donc on a trouvé un petit financement, mais par rapport à l'investissement que eux font, c'est rien, mais bon, derrière eux ils ont des débouchés économiques très très importants, hein, puisque c'est toute la production de bois derrière qui est visée. Et nous, ce qu'on fournit en fait, c'est notre observatoire et de valider en fait leurs données terrain par rapport à ce que la réalité de ce qu'est la cartographie à la Massane et la présence des arbres. Donc voilà. Alors, une fois qu'on aura fait ce travail de recaler tous les arbres avec ce lidar terrestre qui serait tardé, on va pouvoir travailler avec l'utilisation d'images hyperspectrales. Et les images hyperspectrales, c'est des images qu'on prend en vue du ciel. Alors je vous ai mis une diapo toute noire, c'est parce que c'est pas dans le visible justement que c'est utilisé, et ça nous permet de mesurer en fait les métabolites émis lors de stress, de pollution, d'agression parasitaire, etc. Et ça permet aussi d'identifier les différentes espèces. Toujours pareil, là c'est une coopération avec l'ONERA, qui est un organisme militaire basé à Toulouse, mais qui a des applications civiles. Et donc, il y a une thèse aussi qui va démarrer et dont on sera partenaire. Et toujours pareil, on va s'appuyer en fait sur le constat que nous on fait au sol avec notre suivi des arbres sur les 50 000 arbres, et eux du ciel, voir ce qu'ils voient, et comparer en fait ces arbres à ce qui se passe réellement sur le terrain, et avancer dans l'affinage, c'est pas l'affinage, mais on peut devenir plus performant avec cette nouvelle technologie qui est les images hyperspectrales. Alors, ça c'est ce qui nous relie à la mer, je vous ai dit, à la rivière, c'est le cordon ombilical, hein, c'est le lien qui est très fort entre la Massane et la mer, et on a la chance d'avoir François Charles, qui est venu, qui est ici au laboratoire à Arago, chercheur au laboratoire, et qui a initié un travail avec nous sur la décomposition du bois. Alors lui travaillait sur la décomposition du bois en mer, et on a monté un petit projet ensemble sur la décomposition, le suivi de la décomposition en eau douce et sur le sol. Vous voyez François en train de photographier les petits morceaux de bois qui sont en train de se décomposer sur le sol de la Massane, et comparer ça avec ce qui se passe en mer. Et en même temps, on continue à suivre les flux de matière de carbone, donc tous les arbres, toutes les branches, etc., qui sortent de la forêt et qui vont nourrir la mer. Et vous avez tout un tas d'organismes marins. Alors c'est pareil, je crois que François est resté dans la salle, donc si vous avez des questions là-dessus, il pourra vous répondre, mais il bosse sur notamment sur ces groupes d'espèces, les térédinidés, là, c'est les tarés du bois, ou les tarés de la forêt, c'est les tarés du bois qui vont manger des planches. Et donc quand le bois arrive, en fait, il est mangé par tous ces mollusques. Alors il y a des densités absolument phénoménales. Et moi, je n'aurais jamais parié ça, c'est-à-dire que les vitesses de dégradation sur le sol forestier et dans l'eau douce, ils sont très très lents finalement par rapport à ce qui se passe en mer. Quand un bout de bois arrive en mer, il est dévoré, littéralement dévoré. Donc ça a des répercussions très très importantes en termes de recherche, hein, puisque ça joue sur les flux de carbone, et donc la remise dans les cycles de carbone et pas forcément du stockage en mer. On travaille sur la phénologie. La phénologie, c'est le cycle en fait des plantes, hein, du bourgeon jusqu'aux fruits.
Et alors ça c'est quelque chose qu'on aurait dû commencer bien plus tôt, c'est regrettable, on s'y met à peine maintenant. Et parce que vous savez qu'avec les changements climatiques, en fait, les arbres vont peut-être débourrer avant, débourrer après, et vous avez après ça peut avoir des impacts très très importants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, de la nidification des mésanges qui sont décalés par rapport aux chenilles qui arrivent plus tôt, parce que les arbres ont débourré plus tôt, ils arrivent, ils nichent, et puis il n'y a plus de chenilles, parce que c'est trop tard ou trop tôt. Et voilà, donc ça peut avoir des impacts très très forts sur tout l'écosystème. Et puis on a des arbres comme celui qui est là. Alors est-ce que c'est un avantage? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un avantage parce qu'il est tout seul, mais il y a des arbres qui débourrent tous les ans avant les autres. Donc on appelle ça des êtres précoces, donc on a fait la cartographie des êtres précoces et tardifs. Et ça, c'est un travail c'est des choses qui avaient été remarquées déjà dans les années 80 avec Percy Dussert. C'est des étudiants que Joseph Travé avait mis sur ce sujet. Et donc ça peut avoir, on verra en suivant toute cette phécologie, voir ce que ça peut donner sur le long terme. On travaille aussi sur les modèles de croissance. Alors quand les arbres sont jeunes, on regarde les stries d'accroissement comme ça et on peut dater l'âge du rameau, du petit arbrisseau, de la petite plantule. Quand les arbres deviennent plus grands, c'est plus possible et on est obligé de faire du carottage. Alors c'est pas les carottes, c'est-à-dire qu'on rentre une tarière à l'intérieur et on va sortir une carotte de bois, donc c'est pas inoffensif pour les arbres, donc on fait attention à ce que ces données qui soient prises soient vraiment utilisées au maximum, parce que c'est une blessure pour les arbres évidemment. Et après, vous connaissez tout ça, la neurologie, et donc on étudie les cercles de croissance, et en fonction, toujours pareil, en s'appuyant sur notre observatoire, on peut regarder les années où par exemple un arbre a eu une descente de cime, parce qu'il a eu un stress hydrique, regardez si ça s'est répercuté sur la croissance ou pas, regardez les années par exemple où il y a eu des fennées, où il y a eu des faines, où il y a eu des fructifications, et regardez s'il y a une différence de croissance, etc. Donc c'est regarder, suivre. On peut remonter très loin, puisque les arbres ont plusieurs centaines d'années, donc on peut remonter le climat et remonter les phénomènes qui vont intervenir et interagir avec la croissance de l'arbre. Alors c'est évidemment couplé avec les données météo que nous avons depuis près de 60 ans maintenant, et donc tout ça c'est très très intéressant de croiser tout ça, et c'est pareil, il y a quelqu'un en thèse, Kathleen Petit, qui travaille là-dessus, qui a sorti les premiers résultats, et elle montre des choses intéressantes sur la modélisation de la mortalité du hêtre, et je vous invite donc à regarder sur le site de la Massane. En fait, tous les travaux sont publiés ou sont disponibles. On donnera l'adresse du site à la fin. Alors, évidemment, ce qui est important aussi dans une forêt, c'est pas que les grands arbres, c'est aussi les générations à venir et le suivi des plantules. Donc là, on travaille avec l'ISEM, avec l'équipe de Christelle Elie. Vous avez Benoît, là, ça fait presque une quinzaine d'années même, qui vient à la Massane étudier avec des cadres très précis chaque plantule, savoir ce qu'elle devient. Et je peux vous dire qu'à la Massane, c'est vraiment très très compliqué de grandir. Il y a très peu de candidats qui vont arriver au bout et devenir un arbre. Donc ça aussi, on suit ça, mais il faut des suivis à long terme et regarder un petit peu ce qui se passe pour connaître un peu l'impact de tout ça. Je vous l'ai dit, la Massane elle n'est pas isolée, hein. On reçoit les pollutions de partout. Je vous ai dit pour l'ozone, il n'y a pas que l'ozone, hein. Il y a aussi les éléments traces métalliques. En gros, c'est des métaux lourds, hein, qui nous tombent dessus. Donc là, on travaille avec Dominique Aubert, qui est en train d'expliquer à Jean-André comment ça marche tout ça. Nous, on a appelé ça l'étude bidon, c'est pas gentil, mais c'est parce que c'est juste parce que voilà, on met simplement des bidons avec un petit entonnoir et on récupère en fait ce qui tombe du ciel. Et après c'est analysé, on fait une analyse des métaux lourds. Alors là pour l'instant on est simplement. Alors eux ils suivent ça depuis les années 80 et ils suivent ça sur tout le pourtour de la Méditerranée, ils ont une station au Cap-Béar. Et donc ils ont ces flux de métaux lourds à travers de toute la Méditerranée. Donc c'est très très intéressant et nous on a voulu savoir. Toujours en collaboration avec lui, ça l'intéressait aussi, Dominique, de savoir un petit peu ce qui se passait juste sur le Piémont et voir si on en prenait plus, si on en prenait moins. Alors il pleut plus, donc il tombe a priori plus de matière, mais bon, voilà, on regardait un petit peu comment ça se passait. Donc on a mis des bidons sous les arbres pour voir si les arbres aussi captaient un petit peu les métaux lourds et s'ils servaient de filtre, et puis on en a mis en clairière pour voir ce qui tombait directement et regarder si les arbres jouaient
carbone là-dedans. Les métaux lourds, vous savez que le plomb, le mercure, le cadmium, tout ça, ça peut avoir des impacts sur les organismes très très importants. Donc d'abord on va regarder et quantifier, et après on va essayer, s'il y a des grosses quantités, de regarder un petit peu l'impact en termes de fonctionnalité sur les organismes de la forêt et voir ce que ça devient. Ça c'est un petit projet mais qui est intéressant parce que bon, vous avez des modèles de laboratoire, le rat de laboratoire, ici le poisson zébra, enfin bon, il y a plein de modèles de laboratoire. À la Massane, c'est un projet sur l'ensemble des réserves naturelles catalanes. Du coup, c'est intéressant parce qu'on part de la mer jusqu'à près de 2000, enfin, elle monte jusqu'à 1000, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, cette petite plante. Et donc, c'est de suivre un modèle de laboratoire in situ. Donc, ils observent en fait, c'est comme la drosophile, la Arabidopsis thaliana, là, elle a été triturée dans tous les sens. On connaît son génome, on connaît ses gènes, on connaît tout d'elle en laboratoire. Et le but là du laboratoire, de l'équipe de Saïs Vasquez et nous, là, c'est de regarder ce qui se passe in situ. Et donc de suivre des populations à l'état naturel. Alors tout ça, ça fait beaucoup de données. C'est énormément de données, c'est des milliers, des millions de données. Et ce qu'on cherche à faire à la Massane, c'est d'être en fait une plateforme d'échange. On considère que nous, on a une mission de service public, quelque part. Et donc, on cherche à mettre à disposition ces données. Et donc, on a monté un projet avec le geek du laboratoire Arago et son équipe. Et le geek, ça veut dire le grand informaticien en communication. C'est Michel Roch qui nous aide beaucoup dans cette manœuvre. À mettre en place un système LoRa, qui est un système d'information à bas coût énergétique et à bas coût financier. C'est-à-dire qu'on a des capteurs qui ne coûtent pas cher et ça demande très peu d'énergie. Et ça permet de véhiculer en fait en temps réel, quasiment en temps réel, les informations qui sont émises. Alors là j'ai mis un petit exemple. Par exemple, on travaille avec les gens qui travaillent sur les évolutions du diamètre des arbres. Alors, les gens ont l'impression que les arbres grossissent toujours, mais en fait en fonction du temps qu'il fait, ils ont des petites restrictions aussi de diamètre. Quand il n'y a pas d'eau, ça se rétrécit et puis ça remonte quand il y a beaucoup d'eau, etc. Et donc c'est intéressant de suivre ça et de regarder la réponse de ces êtres et d'avoir peut-être en temps réel l'information pour ces équipes qui vont peut-être venir prélever des molécules qui sont émises au moment des stress, justement au moment où le diamètre rétrécit par exemple. Et donc ça peut permettre tout ça d'être très efficace en termes de suivi forestier. Alors l'aura pas, c'est la grande blague qu'on fait parce que avec Michel, parce que c'est très difficile en fait à mettre en œuvre à la Massane. C'était un challenge parce qu'on n'a pas de challenge, c'est pas un joli mot non plus, un challenge de le mettre à la Massane parce qu'on n'a pas d'électricité, on est dans un trou et donc il n'y a pas de possibilité de communication facile. Donc c'est intéressant de mettre en place ce réseau-là pour voir comment ça peut fonctionner. Quand on saura le faire marcher à la Massane, on saura le faire marcher sur la planète entière. Alors, c'est aussi d'équiper, de connecter ces appareils dans les arbres. C'est aussi très très important pour nous, pour l'équipe de la Massane, en termes de sécurité, parce que ça nous permet de récupérer en fait les informations en bas des arbres. Même si je le dis toujours, ça fait bien marrer Diane de monter tout en haut des arbres à 30 mètres de haut, mais c'est toujours quand même un risque en termes de sécurité. Et si on peut en éviter, ben voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et ces objets connectés pourraient nous le permettre. Alors on a fait un peu le bilan à la Massane des différents organismes qui avaient travaillé avec nous et on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'une centaine d'organismes ces 5 dernières années qui avaient travaillé avec nous. C'est gigantesque en fait. On est 3 petits salariés et en fait, oui, bon ben voilà, il y a quand même du travail qui est fait sur vos espaces publics. Je finirai avec l'archéologie. C'était un domaine qu'on n'avait pas du tout appréhendé jusqu'à présent à la Massane, et complètement à tort. Mais bon, on est en train de relever le défi. Et là, vous avez Ingrid Julien qui vient de passer brillamment sa thèse en début d'année 2018 et qui a travaillé sur le sanctuaire de la Fajoule, hein, sur les crêtes de l'Albert. Et évidemment, ces travaux d'archéologie, on va les poursuivre. Cette année, elle va encore engager des fouilles grâce à l'obtention de sa thèse. Elle a eu un petit financement, mais pas suffisamment. D'ailleurs, elle monte un fonds, s'il y en a qui sont intéressés, on mettra un lien sur la rivière. Elle cherche des dons pour pouvoir assurer
des fouilles de cet été. Ça nous permet de remonter le temps et de faire le lien entre notre place dans les écosystèmes, la place de l'homme dans les écosystèmes et notre influence qu'on a eue en tout cas sur le territoire de la Massane. Et à la fin de sa thèse, l'hypothèse d'Ingrid Duniac était quand même assez fantastique, c'est qu'elle a dit qu'elle a émis l'hypothèse tout à fait sérieusement que les crêtes de la Massane étaient en fait le temple d'Aphrodite qui était recherché partout sur le pourtour méditerranéen. Moi j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça que c'était pas mal, ça nous allait bien. Et c'est vrai que quand on est là-haut, une petite dimension mystique, spirituelle, qui est assez magnifique. Alors bon, il faudra des écrits, il faudra approfondir les choses, mais bon voilà, pourquoi pas. Alors pour finir, je voudrais remercier en fait tous les collègues qui bossent avec nous à la Fédération des réserves naturelles catalanes qui sont associés à pas mal de nos travaux, en particulier Christophe Urson qui travaille sur la cartographie. Et la Fédération est co-gestionnaire avec l'Association des Amis de la Massane. Donc là, je voudrais remercier évidemment tous les membres de l'Association des Amis de la Massane qui nous soutiennent et qui ont un regard bienveillant sur les salariés. Remercier évidemment le conseil d'administration et le bureau, la personne de Gilles Boeuf, qui est un magnifique ambassadeur de par le monde de la Massane, Vincent Laudet, qui est notre vice-président, qui nous donne un coup de main, comme toujours, qui est à l'écoute des problématiques de la réserve, de Philippe Le Baron, qui est notre secrétaire, et avec qui on avait monté tous les échanges qu'on a eus avec le biodiversitariat, parce que c'était pas une mince affaire. Et en particulier, un petit remerciement particulier évidemment à Elodie Magnanou, qui est notre trésorière, et qui a pas un travail administratif pas très marrant, et qui surtout maintient le lien, comme François, de cette tradition au laboratoire Arago d'avoir des recherches sur le milieu terrestre. Je pense que c'est très très important de maintenir ça s'est vraiment effiloché. Mais je pense que tout est lié, le terrestre, le marin, tout ça. On vit sur la même planète et je pense qu'il ne faut pas trop se déconnecter entre nous, et c'est bien de maintenir ce lien. Et puis évidemment, j'aurais une petite pensée pour ceux qui nous ont laissés. Alors, Francis Durand, Françoise Athias-Bache, Roger Fons, et puis cette année, évidemment, Joseph Travé, qui avait travaillé beaucoup à la Massane au début avec Joseph quand il a fait sa thèse, et qui avait découvert cette petite Romuléa columnea, une espèce protégée. Donc c'était la première fois qu'on l'a trouvée à la Massane, et c'est Joseph qui l'avait trouvée. La Massane, c'est un véritable trésor. Ces vieilles forêts en général, vous avez vu qu'il en restait 40 sur le bord de la Méditerranée, en fait il y en a un petit peu plus. Mais ça reste vraiment des trésors sur lesquels on doit mettre l'accent. C'est des trésors pour la recherche, c'est des trésors en termes de biodiversité, c'est une chance pour l'avenir, pour les forêts. Ça, c'est une photo en fait de la rivière de la Massane, avec des chrysophycées qu'avait étudié Hervé Moreau. Là, il travaillait sur les blooms algales, et donc voilà, ça, de temps en temps, là, ces blooms avec cette rivière qui devient comme si elle était couverte d'or. C'est fantastique, c'est magnifique. Et je dirais qu'il est temps de mettre en place un réseau de vieilles forêts. On a la chance d'avoir, je vous l'ai dit, d'avoir les forêts qui ont reconquis une partie du territoire depuis le XVIIIe siècle, où on a été arrivé à plus grand chose. Jean-André, tu avais des chiffres, mais je crois que c'est plus de 50% de revalorisation forestière ces 30 dernières années, c'est ça? De 1830 à aujourd'hui, voilà, on a regagné 50% de l'espace forestier. Voilà, c'est un petit peu fini tout ça. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures à la Massane, et évidemment on reste disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Merci Joseph. Juste avant de prendre les questions que vous pourriez avoir, simplement, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure qu'à la sortie, si vous avez un petit instant, vous pouvez admirer quelques panneaux qui correspondent à l'exposition organisée par le CCNPO pour ses 50 ans et qui met en lumière justement les réserves naturelles de notre département.
Mais on est là pour les questions. Oui, je précise, là vous avez qu'une partie de l'exposition, et cette exposition sera mise en place au Biodiversarium les jours prochains, et donc sera complète et présentera toutes les réserves de soleil avec un petit échantillon. Merci Claudie. Des questions? Vous en avez marre en fait. Hein. Vous n'avez pas écrit un livre là-dessus? Il n'y avait pas de... Non, on attend Joseph en fait. Pour écrire un livre sur la Massade, on attend Joseph Travail. Donc, ouais, oui, ça serait bien d'écrire un livre. Alors après, on a beaucoup de documentation sur le site de la réserve, avec tous les travaux qui y sont menés. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire un ouvrage synthétique un jour sur cette aventure humaine et scientifique de la Massade qui est assez formidable. Quoi. Alors, oui, pardon, vas-y. Tu as assez peu parlé des feux, même si tu as dit effectivement qu'il y avait une influence anthropique sur la végétation de la Massane. Et les feux ont eu une importance sur le développement de cette forêt, sur son... Alors, tu en as parlé un peu, mais... Ce qu'on a vu, hein, c'est que nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait déjà eu des feux et des défrichements, et déjà il y a très longtemps, il y a plus de jusqu'à 6000 ans, puisqu'on a retrouvé des charbons de bois, hein, donc qui étaient vraisemblablement d'origine anthropique, parce qu'en fait, on a trouvé des charbons de bois à des endroits où il n'y a plus de forêt. Là. Donc en fait, nos prédécesseurs, ils ont cramé un peu quand même la forêt déjà, donc ça a déjà eu cette influence-là. Après, la hêtraie est relativement protégée. La hêtraie, le hêtre est un arbre très couvrant au niveau de ses frondes, et en fait il y a très peu de végétation au sol. Vous voyez sur des grands arbres comme ça, en fait il y a très peu de lumière qui passe, et il y a très peu de végétation, et donc c'est très peu inflammable. Et donc pour l'instant elle est relativement auto-protégée. Il peut y avoir des feux d'automne, quand les feuilles sèchent sur les arbres, on peut avoir des feux de cygne qui démarrent. C'était arrivé au Mont-de-Seine, une partie de la hêtraie avait brûlé de cette manière-là, mais voilà. Donc, la hêtraie est relativement protégée, bien qu'au début du siècle, il y avait une petite partie de la hêtraie qui aurait brûlé vers le bout de Chaudoun, sur la crête. Donc il y a plus d'incendie, il y a eu un petit feu qui serait venu mordre un peu la réserve et on voit des rangées en fait, d'arbres sur souche. Et donc ça, c'est aussi un signe d'ancien incendie. Je voudrais vous demander si, au point de vue des oiseaux, vous n'en avez pas parlé, et je trouve que dans notre région, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Alors, bon, tu parles en tant qu'ex-président du GOR, le groupe ornithologique roussillonnais, non, oui, non, c'est très très riche le département, très riche en termes d'oiseaux. Et en fait, à la Massade, je n'en ai pas parlé parce que là, c'était pas tellement l'objet, mais on a beaucoup de travaux sur j'en ai parlé un petit peu avec les suivis stock, les suivis choc et tout ça. Mais en fait, bon, à la Massade, on a une centaine d'espèces déjà d'oiseaux réguliers. On a 70 espèces d'oiseaux nicheurs sur 336 hectares, c'est de la forêt, c'est déjà beaucoup, c'est déjà une forte diversité. On a par exemple tous les pics qui sont présents, pic de charpe, pic noir, pic épêche, pic épêchette. Voilà, donc non, il y a la région est particulièrement riche. Contraire à la région méditerranéenne, il y a toutes les fauvettes méditerranéennes, par exemple, que vous n'allez pas retrouver dans le nord de l'Europe et qui sont présentes ici dans nos milieux. Alors après, on apporte, il y a beaucoup d'atteintes qui sont portées au milieu naturel et les populations d'oiseaux sont mises à mal. Pour vous donner quelques infos comme ça, mais le chardonneret, par exemple, qui était une espèce extrêmement connue, est passé en liste rouge des espèces régionales. Donc voilà, il y a quand même un souci d'érosion de la biodiversité très très important, que ce soit sur les oiseaux, mais aussi sur l'ensemble des organismes vivants. Mais non, on est une région très riche. Donc je vous invite peut-être à adhérer au groupe ornithologique roussillonnais, de faire des sorties avec eux. Ou alors à faire venir dans une prochaine conférence l'année prochaine quelqu'un pour nous parler de ce thème. Ouais. Bonjour monsieur, je suis surpris de voir si peu de fougères sur vos photos. Qu'en est-il de la disparition des fougères sans doute ou... Non, il y a pas mal d'espèces de fougères. Je crois que les fougères, on doit avoir une quinzaine ou une vingtaine d'espèces quand même de fougères à la Massade. Alors c'est vrai que la présentation n'était pas orientée biodiversité, elle était
était orienté quand même sur le changement climatique, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de focus sur les espèces entre guillemets, mais si on revient sur, je sais pas, je vais revenir sur le tableau de départ, mais en fait, on a l'inventaire des plantes, ça je vous invite à venir sur le site de la Massane et regarder les listes en fait, de plantes qui sont vous verrez qu'il y a pas mal de cryptogrammes, évidemment, oui. Donc on a, mais bon, voilà, c'était pas l'objet, on pourra en faire peut-être une autre fois quelque chose sur la biodiversité, mais c'est vrai qu'il y a une diversité en fougères, elles sont bien présentes, et nous on note pas, par rapport aux fougères, on note pas de disparition particulière ou de problème particulier par rapport aux fougères. Pardon ? Des fougères, on trouve un petit peu partout, c'est juste que sur le littoral en fait. On a par exemple le Smond Royal, qui est une fougère magnifique, qui peut faire 3 mètres de haut, qui est à la Massane, qui est une fougère vraiment fantastique. Vous pouvez la trouver à la plage de Cerbère, dans un petit coin de falaise là. Ouais. Donc voilà. Pareil sur Magnus, surtout pour tout le Magnus, vous avez des fougères. D'ailleurs, Joseph Travers a participé à la création d'un arrêté préfectoral de biotope pour Constantinia velea, une fougère très très rare qu'on trouve ici dans les Pyrénées-Orientales, qu'on va retrouver en France, qui est présente uniquement ici. Donc normalement on a une richesse en fougères, c'est comme les oiseaux, les richesses d'oiseaux, les richesses en fougères, super riche ici quand même. Les Pyrénées-Orientales, c'est pas pour rien qu'il y a 10 réserves naturelles. Elodie l'a dit, c'est parce qu'on part de la mer, on va jusqu'à 3000 mètres d'altitude avec le Carlite sur le département. Et en fait, on a un gradient altitudinal avec toutes les espèces, on a les 3/4 de la flore de France. À la Massane, sur 336 hectares, vous avez 8000 espèces répertoriées. Alors là, je vais passer, c'est la nouveauté du jour, ça tombe bien, je vais vous passer la dernière diapo. Et là, vous voyez que la Massane est championne du monde des inventaires ATBI. C'est une étude qui vient de sortir. Les ATBI, c'est les inventaires de All Taxa Biodiversity Inventories. Et donc, ils ont fait au muséum, avec l'AFB et je ne sais plus quel organisme, ils ont répertorié en fait tous les ATBI qui avaient été menés dans le monde. Et en fait, à la Massane, en termes d'efforts de prospection, en nombre d'espèces à l'hectare, on est les meilleurs. Voilà, on est les meilleurs du monde. Et voilà. Une question ? Est-ce qu'à la suite de tous ces travaux énormes, on peut déjà faire un petit diagnostic de l'évolution future, hein? S'il y a des êtres qui meurent, est-ce que d'autres espèces risquent d'apparaître? Est-ce qu'on voit déjà les prémices de cette évolution? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a? Oui, alors évidemment, on voit les prémices qui se dessinent et on a une grosse remontée en fait des espèces méditerranéennes. Donc on a le chêne vert qui arrive sous la hêtraie et qui intervient de plus en plus, qui est présent. On a l'arbousier par exemple qui arrive aussi, voilà, qui gagne en altitude. Et donc cet observatoire il sert à ça aussi, à pouvoir suivre en fait ces migrations altitudinales d'espèces méditerranéennes. Et c'est vrai que bon, ça se pose peut-être un peu moins pour l'instant à la Massane, mais c'est vrai que des espèces comme le grand tétras, des choses comme ça, il y a un moment, ils ne vont pas pouvoir remonter trop haut en altitude. Donc quand on arrive en haut du sommet, après c'est terminé. Donc si ça se réchauffe trop, évidemment, on va perdre un tas d'espèces. Donc oui, mais alors on travaille là-dessus en modélisation, évidemment. Donc on a le but de la Massane, quand on a travaillé, nous, avec Jean-André, c'est de mettre à disposition toutes nos données. Et donc, il y a des modélisateurs qui sont en train de travailler, justement, sur l'évolution de la forêt et de prévoir un petit peu, de nous donner les premiers signes de la forêt dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc ça sera prochainement, on présentera ces travaux-là. Voilà. Merci. Est-ce que sur les 50 dernières années, vous avez déjà vu des espèces disparaître complètement de la réserve? Alors, c'est toujours plus compliqué de voir disparaître que de voir apparaître. Il y a des espèces qu'on n'a pas vues depuis les années 60. Il y a des espèces... il y a un champignon, par exemple un bolet, là, Strobylomyces strobilaceus, qui est une espèce qu'on a cherchée, qu'on cherche, et qu'on n'a pas revue depuis maintenant plus de 25 ans.
Évidemment, il y a des espèces qui disparaissent, mais il y a beaucoup d'espèces qui arrivent aussi. Donc c'est assez mondialisé tout ça. Il y a des espèces, voilà, on est en train de rechercher la musaraigne aquatique, savoir si elle est toujours présente. Donc on ne sait pas si elle est toujours présente, elle n'a pas été revue. Donc il y a tout un tas d'espèces. Alors on a dans nos petits carnets, collègues et moi, là, tout un tas d'espèces à regarder, à rechercher, essayer de voir si on les retrouve ou si on ne les retrouve pas. Il y a des espèces très rares qui avaient été décrites, voire répertoriées à l'Amazone, voire décrites de l'Amazone, et qu'on n'a pas revues. Donc voilà, il y a par exemple Joseph Travée, quand il est monté dans les années 50, avait vu Butus occitanus, donc le gros scorpion occitan. On ne l'a jamais retrouvé à l'Amazone en fait. Mais alors là, bizarrement, puisque c'est une espèce méditerranéenne qui serait plutôt censée remonter, mais voilà, c'est des espèces qu'on n'a pas revues. Donc il y a quelques espèces comme ça qu'on n'a pas revues. On a des espèces qui ont disparu, par exemple chez les oiseaux, donc ça c'est plus facile à montrer. Chez les invertébrés, les champignons, les plantes, tout ça c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a toujours une petite station quelque part qu'on n'a pas vue. Les oiseaux c'est un peu moins discret quand même. Et donc on a par exemple la disparition de l'alouette des champs sur les crêtes de l'Albert, dans les années, je crois que dernière observation de l'alouette des champs, je crois que c'est 95, 96, un petit peu comme le traqué rieur ici à Balbous. Donc je ne sais pas s'il y avait eu un épisode hivernal très difficile ou quoi. En tout cas, cet oiseau a disparu, ne fait plus partie de la vie faune de l'Amazone. Voilà. Donc on a un certain nombre d'espèces comme ça, oui, on peut dire qu'elles ont disparu. Après, c'est très compliqué si on a 8000 espèces de suivre 8000 espèces, évidemment. Donc c'est vrai que c'est là l'intérêt en fait ce qu'on appelle les indicateurs. Donc on prend des espèces parapluies, par exemple on suit Osmoderma eremita, qui est la plus grosse cétoine d'Europe, qui est une espèce patrimoniale sur une liste d'espèces protégées européennes, annexe 2, voilà, prioritaire. Et donc quand on a Osmoderma eremita, en fait elle vit dans les très vieilles cavités de troncs d'arbres, dans le terreau, et donc dans des arbres en fait, des habitats très très rares. Et quand on a Osmoderma eremita, en fait on a tout un tas d'espèces, d'espèces qui sont présentes avec elle. Quand on n'a plus Osmoderma eremita, ça veut dire que cet habitat-là, en gros, a disparu, et donc tout le cortège qui était avec lui, en général, on peut être très très inquiet sur ça. C'est l'intérêt des indicateurs, même s'ils ne sont pas toujours très pertinents. Oui, vous avez dit que l'activité humaine dégradait beaucoup cette forêt. Est-ce qu'on peut y circuler librement, et est-ce que vous avez la possibilité d'interdire certaines activités? Alors, oui, il y a un impact très très fort de la fréquentation. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, on estimait à moins de 5000 personnes la population qui venait se balader, et là on est à plus de 30 000 visiteurs par an, voilà. Donc on a multiplié par 6. Et puis surtout des activités qui ont évolué, VTT, course à pied, tout ça, qui sont en fait des activités qui engendrent une certaine forme d'érosion. Alors, ce qu'on peut interdire, l'accès est libre on a l'habitude de dire que la visite c'était un magnifique slogan de Jean André, visite libre mais non promue. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de conférences pour présenter l'intérêt des vieilles forêts, mais on n'incite pas les gens à monter là-haut. Donc, laissez la forêt tranquille, en gros. Et par contre, ce qu'on peut interdire, et ce qu'on fait, c'est toute activité commerciale. Donc, en général, quand il y a des courses qui sont prévues et qui vont traverser la réserve, il y a quasiment toujours un intérêt commercial derrière. Vous devez donner l'autorisation pour... Plus ou moins, oui. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ça dépend des services de la préfecture. Et donc le préfet est assez souverain là-dessus, sur la circulation des gens. Par contre, nous, on est assez solide là-dessus. Et on a tenu jusqu'à présent, et on a réussi à faire que l'Amazone ne soit pas un lieu, un parc d'attractions, de consommation, en fait, touristique, et que ça reste un endroit, forêt, où on a l'impression d'être dans une forêt sauvage, un milieu naturel. Voilà. Donc on insiste là-dessus, et jusqu'à présent, on a été entendu, j'espère qu'on le sera à l'avenir aussi. Voilà. Mais les pressions sont très très fortes. On a eu plus de 6 ou 7 demandes de trail pour traverser la réserve, des VTT. Alors les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, on va dans la nature, ceci, cela, mais bon, passer à 40 km/h sur les crêtes de l'Amazone, c'est pas profiter de la nature. Enfin, moi, c'est donner des grands coups de patin quand on descend sur des bancs comme ça, ce qu'on est obligé de faire quand on a VTT. Après, c'est toujours pareil, c'est long. S'il y a une personne, ça va, s'il y en a 200, ça dégrade. En milieu méditerranéen,
avec ce qu'on nous prédit quand même. C'est que la moindre trace d'érosion, la moindre incision dans le milieu devient un véritable correct assez rapidement, une véritable rivière quantifiée un petit peu les phénomènes érosifs très très importants. Un moindre démarrage, et après vous avez des répercussions qui sont très très fortes. Je voulais vous demander si elle est vraiment inaccessible ou pas cette forêt. Et le rapport avec la forêt des Coulomates. Oui, alors la forêt des Coulomates, au début, le nom de la réserve c'était forêt des Coulomates et la réserve naturelle la forêt de la Massane. On a gardé la Massane, parce que ça fait plaisir, que c'était le fleuve de la Massane, mais en fait dans le décret, il y a les deux noms, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est la haute vallée de la Massane, en fait, le petit fleuve côtier de la Massane. C'est difficile d'accès, non, c'est pas très difficile d'accès, mais bon voilà, il y a quelques kilomètres de piste, et quand on part à pied d'en bas, c'est à 2h30 quand même de marche. Quoi. Et en ce moment il fait chaud, c'est quelque chose de... C'est Henri qui est là-haut. Bonjour Henri. Donc Henri Boreil, qui est notre partenaire là, sur cette entreprise d'Hexametrix, et qui travaille avec nous. Et donc il a une étudiante demain qui soutient, c'est ça, sur les travaux justement de cartographie à partir du lidar terrestre. Bon, c'est gentil d'être venu. Je crois que tu as été très écouté et tous tes amis sont venus, c'est ça? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être clore là, et surtout en sortant, ne manquez pas de jeter un petit coup d'œil sur l'exposition qu'on n'a pas pu annoncer à l'avance, mais bon, c'est... Voilà, vous pouvez...